Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le vendredi 5 décembre 2025, nouvelle vidéo les gars sur les cryptos. Ça fait plaisir, petit BTC qui rebondit là en daily. Pour l'instant les gars, tout se passe comme prévu, ça régale. Rappelez-vous, on vient chercher la FEG Weekly, on vient mécher en dessous de la FEG Weekly. On avait vu ensemble qu'on pouvait mécher en dessous de 6-7% environ en dessous de la FEG Weekly comme on avait fait en 2022. C'est exactement ce qu'on a fait. On a méché, on a clôturé donc dans la FEG Weekly. Et après, rappelez-vous, l'objectif c'était du coup de former ce rebond jusqu'au la target. On n'y est pas encore, mais c'est les 98 000 $ pour aller chercher le premier niveau des Fibo au 0,382 avec voilà toute l'accumulation de des Fibo plus la FEG Weekly qui est à ce niveau, plus la zone de liquidation où il y a beaucoup de liquidation de short à choper. Et en plus de ça, on peut ajouter d'autres choses, mais par exemple, il y a le rebond weekly et d'autres petites confluences qui arrivent sur ce niveau des 98 000, entre plutôt les 96 et les 100 000 $, mais surtout les 98 000. Donc voilà, on est toujours dans le rebond de ça. Vous allez voir que le rebond se passe parfaitement bien parce que on a vraiment une sorte de canal haussier qui est en train de se former. Bon, vous allez voir que c'est pas le top pour poser un bottom en fait d'une tendance weekly. C'est-à-dire qu'en général, je vais vous montrer la différence, mais quand on pose un bottom weekly comme on a fait durant tout ce bull run, et ben en fait souvent on va faire une divergence haussière. Donc un cours qui descend et un récit qui remonte, on a un momentum qui est beaucoup plus fort avec plus de volume et un rebond qui est plus rapide, plus fort si vous voulez, en termes de volume, en termes de momentum. Là on a un rebond qui est un peu plus mou, on n'a pas de divergence mais plutôt un canal haussier qui se met en place et ça en général bah, ça casse à la baisse et du coup ça va encore dans le sens du fait que bah, on a un rebond, mais c'est un rebond qui risque d'être temporaire avec éventuellement un rebond qui forme un dead cat bounce pour une tendance baissière plus basse. Voilà, ça, moi, personnellement, c'est mon scénario que je privilégie. Comme d'habitude, je vais m'adapter suivant ce qu'on va voir sur la macroéconomie au niveau du FOMC qui va sortir le 10 décembre au niveau de Jérôme Powell. Ça va être hyper intéressant à suivre par rapport à la baisse des taux, par rapport à l'inflation, par rapport au QE qui vont annoncer et tout. Ça va être hyper important à suivre. Mais dans l'ensemble, par rapport au tableau que j'ai devant moi, que ce soit au niveau de la macroéconomie et par rapport à l'analyse technique, je pense que voilà, on a plus de chances quand même de former donc, ce rebond en 98 000 et ensuite former sorte de dead cat bounce pour partir en marché plus baissier. Mais du coup, tant qu'on est dans ce rebond, eh ben, on peut toujours trouver des petites positions de longue. Donc j'en avais pris quelques-unes là quand on était vers le bottom, mais j'en ai pas repris depuis. Et j'attends éventuellement, vous allez voir, un sweep low, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le plus bas pour, vous allez voir, remonter. Là, ça paraît être intéressant de se positionner à court terme. Et comme d'hab, c'est pas parce que je pense, enfin, je vise mon scénario de, voilà, on est dans un rebond d'une phase baissière que je peux pas long à court terme, ouais, ce rebond. Surtout que en général, ouais, ce rebond, comme on l'avait eu par exemple en 2022 sur le dead cat bounce, ça avait duré 2 mois, les gars. 2 mois pour monter au premier niveau des Fibo. Et donc là, ouais, entre le moment où on a posé le bottom à 80 000 $, je crois, 80 000 $, à maintenant en 91 000, on a déjà posé 3 semaines, et le rebond total, en fait, jusqu'au 98 000, il peut bien prendre, voilà, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, sans problème. Donc, quoi, pour tout ça, on a un small caps qui a pété. On le passera tout à l'heure en vidéo, mais rappelez-vous, je suivais pas mal le dupe, le MMGA et le small thing. Il y en a un des trois qui a pété, je vais vous montrer lequel. Mais avant tout ça, on va quand même passer un peu de temps sur la macroéconomie, sur Jérôme Powell. Qu'est-ce qu'il faut surveiller au niveau, voilà, pas de Jérôme Powell, on s'en fout de Jérôme Powell, mais qu'est-ce qu'il va dire en tout cas au niveau du FOMC. Et ensuite, on va passer plus sur l'analyse technique. Alors déjà, première chose, ce qui est cool, c'est qu'on a l'inflation américaine qui tombe tout à l'heure à 16h. Donc ça va être une news hyper importante à suivre. Donc normalement, au moment où vous regardez la vidéo, l'inflation, on va avoir des chiffres sur l'inflation. Bon, en règle générale, quand même, j'ai l'impression que le consensus dit qu'on a plutôt une inflation qui risque de baisser et donc ça va être favorable pour la baisse des taux en décembre. Donc en fait, là pour l'instant, on a été, rappelez-vous, sur une baisse des taux qui était très incertaine. J'ai montré dans la vidéo où on était passé de 80% pour une baisse des taux, puis on était descendu, je crois, à 30-40%. On avait plus de chances de ne pas avoir de baisse des taux, et finalement, paf, c'est remonté. Et là, on a un bon 90%. Alors, regardez, on le voit ici sur Polymarket, ouais, pour le 10 décembre, on est à 92% de chances d'avoir une baisse des taux. Et suivant l'inflation d'aujourd'hui, bah, ça peut plus ou moins fluctuer, mais on a quand même pas mal de chances de rester voilà, sur un niveau haut avec plus de chances d'avoir une baisse des taux. Donc, pour le 10 décembre, là, dans 5 jours, on est quasi sûr d'avoir cette baisse des taux. Après, là, comme d'habitude, il ne faut pas s'emballer, c'est que le marché anticipe toujours à l'avance. Donc, s'il anticipe qu'on a 90% de chance d'avoir une baisse des taux, bah, quand la baisse des taux va tomber, ça va plutôt faire plus de chances que ça fasse un sell the news que un buy the news, quoi. Et le rebond qu'on est en train de faire actuellement, il est sûrement lié aussi à un rebond technique, mais aussi à cette baisse des taux que le marché envisage et qu'il n'envisageait pas en octobre-novembre. Par contre, là où ça se corse un peu plus, ça va être du coup pour janvier. Parce qu'en fait, le marché va faire quoi? Il va directement se projeter sur le 28 janvier. Et là, vous voyez, pour l'instant, le 28 janvier, on a 70% de chances d'avoir une baisse des taux. Mais ça peut énormément fluctuer. Parce que vous voyez, depuis le début, à des moments, on est passé en dessous, on était redescendu à 48%. Ça change beaucoup, en fait. Et ça va changer suivant la conférence que va faire Jérôme Powell. Donc, cette conférence-là du FOMC, elle va être hyper importante pour savoir, surtout, donc on va être sûr que voilà, il y a une baisse des taux, mais on va surtout regarder quelle attitude il va prendre par rapport à la prochaine baisse des taux.
Est-ce qu'il y aura une attitude plutôt safe en disant vous inquiétez pas, tranquille, on va avoir une baisse des taux pour janvier, et là dans ce cas, le marché va anticiper ça et on va super bien réagir. Ou alors il va être plus prudent, et là ça va être un peu moins bien. Ça va être un peu moins bien parce que c'est exactement ce qui s'était passé quand on était en octobre. En gros en octobre, on avait eu donc baisse des taux d'intérêt. Et pour le mois de décembre, il avait dit, donc on avait eu une baisse des taux, si je me trompe pas, en septembre, une en octobre, et du coup la troisième devait être en décembre. Mais on n'était pas sûr, parce qu'en fait, quand on arrivait au mois d'octobre, il a fait sa conférence de FOMC, il a dit, voilà, on baisse les taux pour octobre, mais prudence pour décembre, on va voir, mais c'est pas encore sûr qu'on les baisse. Et ça, en fait, le marché l'a ultra pris, parce que ça formait un peu d'incertitude. Je me demande s'il va pas nous faire la même chose. Et je me demande là, pour cette conférence dans 5 jours, il va pas dire, voilà, on baisse les taux pour décembre, mais vous emballez pas pour janvier, parce qu'il veut pas donner trop d'assurance au marché aussi, et il va dire, vous emballez pas pour janvier, il y a moyen qu'on les baisse pas, on va voir comment ça évolue. Et s'il dit ça risque d'être un peu moyen. Et le marché, comme d'hab, il va essayer d'anticiper le pire. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me méfie pas mal à ce moment-là, dans 5 jours pour cette conférence, parce que pour que ce soit pris bullish par les marchés, il faudrait que Powell laisse insinuer qu'il va continuer à baisser les taux d'intérêt pour janvier. Le marché anticipe quelque chose de bien. Mais le plus probable, en réalité, je pense, c'est qu'il fasse comme dernière conférence, c'est qu'il soit prudent et qu'il dise, voilà, c'est pas sûr pour janvier, on verra comment ça se passe, etc. et qui appelle à la prudence. Donc ça va être le premier truc qu'il va falloir absolument regarder là pour la prochaine conférence de FOMC. La deuxième chose à regarder, ça va être la phase de QE. C'est-à-dire, actuellement, on est sur une fin de QT. Donc, phase de QT, c'est la fin de la restriction monétaire. Et cette phase de QT, du coup, elle s'est finie là le 1er décembre, donc il y a quelques jours. Et du coup, en général, quand on finit une phase de QT, c'est pour lancer une phase de QE. Le truc, c'est que c'est des longues échéances de temps, en fait. Et ça se fait pas en quelques jours, ça se fait pas en quelques semaines non plus. Et en général, une phase de QE, ça peut se lancer très rapidement en l'espace de 2-3 mois, mais ça peut aussi prendre son temps et prendre plusieurs années. Ça peut prendre 3-4 ans. Ça peut être très long. Mais en général, c'est vrai qu'en moyenne, c'est souvent entre 6 et 18 mois. Donc, plutôt autour d'un an. Et par rapport aux conditions économiques actuelles, c'est vrai qu'entre 6 et 12 mois, ça paraît très cohérent. Mais du coup, ça veut dire que, vu que le QT s'est terminé là, début décembre, en fait, on pourrait avoir une phase de queue qui commence seulement fin 2026. Et comme j'ai expliqué, fin 2026, ça laisserait le temps de tout 2026 pour se taper un marché baissier, par exemple, sur les cryptos. Le temps qu'on ait la phase de queue. Mais ça, voilà, c'est juste des projections que j'ai moi personnellement. Et on va pouvoir en savoir plus à cette FOMC-là, à cette conférence FOMC. Parce que, voilà, Powell a annoncé dans la dernière conférence la fin du QT. Maintenant qu'il a annoncé ça, qu'on a eu la fin du QT, il va se projeter sur le QE. Et donc, suivant ce qu'il va dire, s'il va dire, le QE, on va essayer de le lancer directement, rapidement. Est-ce que le QE, on va prendre notre temps, pour l'instant, on ne sait pas trop, on verra plus tard. Et ce qu'il va dire, le QE, on va donner une date précise, mais pas une date précise, mais il va dire, on va éventuellement le lancer dans 1 an, dans 2 ans, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe exactement, parce que des phases de QE lancées, moi, j'en ai vu quelques-unes, mais pas non plus 10 000. Donc, j'ai pas d'historique comme ça en tête, où je me souviens que Powell parlait de phase de QE, comment il l'a fait, il l'a porté sur la table. Mais à mon avis, il va faire comme les taux d'intérêt, il va faire en sorte de faire le moins de vagues possible. Donc, ce qu'il risque de dire, c'est, on va avoir une phase de QE qui va arriver, mais j'en suis sûr, il va rester flou, il va pas dire quand exactement, mais il va laisser quelques indices en disant, on va pas trop se précipiter, on va pas trop aller vite pour la phase de QE, et il y a moyen qu'ils disent, on fasse une phase de QE dans quelques temps, le temps qu'on fasse la transition entre le QT et le QE. Et ça, j'ai un peu peur aussi, parce que s'il dit ça, du coup, les marchés, ils risquent de l'interpréter en mode, putain, on n'a pas de date précise, du coup, on va anticiper un peu le pire encore une fois, et se dire que la phase du QE, elle va arriver dans super longtemps. Donc ça va être vraiment les deux choses à surveiller, qui vont être hyper importantes là pour le FOMC du 10 décembre. Après, du coup, imaginez, là, on est le 10 décembre, on est par là, hop, on a la phase de rebond, on est par là. 10 décembre, dans 5 jours, Powell, il nous rassure pas, il nous dit, les taux d'intérêt, ne vous emballez pas, il n'y en aura peut-être pas pour janvier, il nous dit la phase de QE, c'est assez flou, on ne sait pas si on l'aura tout de suite ou pas. Et en fait, j'ai peur qu'on finisse sur notre rebond à ce niveau-là, et que direct on parte sur un marché baissier, enfin pas un marché baissier, mais sur une vague baissière supplémentaire, parce que comme après la conférence d'octobre, où le marché apprécierait pas trop. Et j'ai un peu peur de ça, et du coup ça ferait qu'on aurait un rebond, au final, qui serait pas très long, et qui serait pas de 2 mois comme on pouvait l'espérer, mais de 3-4 semaines, quoi, pas plus. Donc à voir, mais c'est vrai que cette conférence FOMC, elle va être très importante. Et elle va pas mal dicter si ou pas on va avoir un rebond plus fort ou une fin de rebond, quoi. Et le truc, c'est que, comme d'hab, l'analyse technique, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, on peut aller chercher des choses, des analyses, des projections futures qui sont assez pertinentes, la majorité du temps, mais qui parfois ne le sont pas. Mais le problème de la macroéconomie, l'analyse de macroéconomie, c'est qu'on envisage en fait des scénarios qui peuvent arriver, mais tant qu'on ne sait pas exactement ce que va dire Powell, en fait, c'est juste des projections, des scénarios, sans avoir la certitude qu'ils vont se réaliser. Parce que c'est Powell qui aura le mot final, qui va dire
si ou pas, ça va être dans un sens ou dans un autre. Et c'est vrai qu'on peut anticiper qu'est-ce qui est le plus probable, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est pour ça faut rester avec pas mal de prudence, je pense. Bon, au niveau de l'analyse technique, c'est toujours pareil, hein. Rappelez-vous, au niveau weekly, c'est pas la folie. Même au niveau mensuel, ouais, on a le croisement bearish du MACD là qui se forme à chaque fois qu'on l'a formé sur le Dead Cat Bounce de 2018, 2022 et actuellement. Donc c'est vrai que ça sent pas bon, et à chaque fois qu'on fait un Dead Cat Bounce, pas un Dead Cat Bounce, un Dead Cat Bounce et aussi surtout un croisement bearish au niveau du MACD en mensuel, j'ai tout mélangé, mais au niveau du MACD en mensuel, et ben on part en bear market. Ça c'est moyen. Ensuite, deuxième chose, vous voyez, le RSI, on se disait il est beaucoup trop haut pour descendre, mais oui, rappelez-vous, le RSI il est pile sur le niveau qu'on avait à chaque fois, ouais, sur les Dead Cat Bounce ici et ici. Donc ça aussi c'est un peu moyen. Et moi ce qui me fait peur, c'est que ouais, la tendance de momentum, donc soit au niveau du RSI, même au niveau du MACD, ouais, on est sur une perte de volume totale. C'est-à-dire que là, ouais, le bottom qu'on a fait ici, on avait pas mal de volume encore. Le bottom qu'on a fait ici, on avait encore pas mal de volume, vous voyez. Là, le bottom qu'on est en train de faire là, regardez les volumes, genre on est carrément dans le rouge, contrairement au volume qu'on avait ici et ici. Donc on est sur un marché qui a beaucoup moins de volume, beaucoup moins de momentum, on le voit au niveau du RSI qui descend au fur et à mesure du temps, on a une grosse divergence. Et ça, en général, c'est pas très bon. Il y a juste à regarder, vous voyez, en 2017-2018, à chaque fois qu'on avait le bottom qui se faisait ici, à chaque fois on était sur les volumes qui étaient très faibles comparé aux autres bottoms qu'on avait avant. Donc ça, franchement, pour moi, le BTC en weekly, là, il est vraiment perte de vitesse. Après, quand on regarde un peu plus à court terme, on est plus sur une phase de rebond que sur une phase de baisse. Mais ça, c'est du court terme, c'est sur du daily. Quand on regarde, voilà, on a plus de chances de former une sorte de canal haussier comme ça, avec bottom, rebond, jusqu'à arriver à la target des 98 000, avant éventuellement de poser le Dead Cat Bounce et de partir en marché baissier. Et le truc, c'est, comme je vous l'ai mis ici, vous voyez, ça peut prendre son temps. C'est-à-dire que là, vous voyez, en weekly, on peut largement poser un bottom, remonter, etc. Et on le voit en 2022, où en 2022, vous voyez, on a mis 66 jours entre le bottom et le top. Et ouais, on avait fait vraiment des phases de baisse, hausse, avant de plonger. Et du coup, ça a mis un peu de temps. Ce qui est typique d'ailleurs du rebond de Dead Cat Bounce, de prendre son temps, de pas avoir un momentum qui remonte direct, mais d'avoir un marché avec peu de volume, peu de momentum, et qui est plus en phase de range que de rebond fort. Et voyons, on le voit très bien. Là, par exemple, dans ce tweet, j'ai mis le fait de faire un bottom avant de remonter, puis un bottom avant de remonter. Et sur BTC, vous voyez, au final, c'est exactement ce qu'on a fait, où on prend notre temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un marché qui vient faire ça, et ça, vous voyez. On est sur un marché qui vient, hop, prendre son temps, range, tranquille, petit canal haussier. Et ça, du coup, c'est plutôt typique d'un Dead Cat Bounce. Bon, j'ai enlevé tout ça parce que, d'ailleurs, c'est un peu le bordel, mais je vais vous montrer après pourquoi. Pour revenir sur cet état de rebond. En gros, regardez, je vais être un peu plus clair. Hop, je vais vous faire quelques comparaisons, vous allez voir qui sont intéressantes. En fait, j'ai remarqué qu'en général, quand on a un bottom du tendance haussière, donc c'est-à-dire qu'on est par exemple en tendance haussière, on a un bottom et on repart en tendance haussière. Ouais, on a un bottom, on repasse en tendance haussière. Souvent, ces bottoms-là de tendance haussière, ils se font en divergence. Ça veut dire qu'ils se font en mode, voilà, on descend, on a une phase. Alors attendez, je vais le faire mieux. Hop, on a une phase de baisse comme ça. On a un bottom, un petit rebond, une deuxième phase de bottom, et ensuite, ouais, on remonte comme ça. Et du coup, on forme ce genre de structure, ouais, une épaule tête-épaule ou une divergence, ouais, comme ça, avec le cours qui descend, on a un récit qui monte en général. Et du coup, on a un momentum derrière qui se récupère, qui est beaucoup plus fort. Et regardez, je vais prendre l'exemple, par exemple, qu'on avait ici. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on a eu. On a eu donc un bottom, hop, on remonte, un deuxième bottom, et ensuite derrière, vous voyez, paf, 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 on enchaîne direct. On n'a pas un rebond qui se fait en canal comme ça, qui prend son temps et qui fait ça, vous voyez, hop. On n'a pas ça. On a vraiment une prise de momentum qui est forte. On le voit qu'on a le cours qui descend, logiquement, on a le RSI qui doit monter, c'est ça. On a le RSI qui monte, on le voit bien ici, hop, RSI qui monte, le cours qui descend. Donc en fait, on a une divergence haussière, où on a le momentum du RSI qui est plus fort avec le cours qui descend. Donc ça, en général, quand on a ça, ça veut dire que le rebond derrière est un rebond avec un momentum et le volume qui est fort, donc pour une reprise haussière. Par contre, quand on a un bottom qui est pas dans cette configuration-là, plus souvent, c'est qu'on est dans juste un rebond d'une tendance baissière plus globale. C'est-à-dire que là, en fait, il aurait fallu, pour moi, je regarde à court terme, enfin là, on dédie sur BTC, pour former un rebond, pour former un bottom, le mieux, ça aurait été de faire un bottom comme ça, rebondir, former un deuxième bottom, et ensuite former une structure de tendance haussière, vous voyez, qu'on casse comme ça, à la hausse en épaule, tête-épaule, en W, n'importe. Mais du coup, avoir une sorte de divergence avec un cours qui descend et un RSI qui monte. Sauf que le truc, c'est quoi là, on n'a pas de RSI. Alors, déjà, première chose, c'est qu'on n'a pas du tout cette phase de bottom plus bas pour remonter. Et on a vraiment voilà, un V et un point bas qui est plus haut que le précédent. Donc, on n'est pas dans cette phase de divergence haussière. Et surtout, au niveau du RSI, vous voyez, on a juste un bottom ici. Et on n'a pas, si vous voulez, un RSI qui diverge à la hausse. C'est-à-dire qu'on n'a pas un RSI qui fait, par exemple, voilà, ça, hop, bottom ici, hop, on remonte. Et du coup, on a ça qui monte avec ça qui monte. Enfin, ça qui descend avec ça qui monte. Et le truc, c'est, regardez, je peux vous montrer sur d'autres niveaux, c'est à peu près pareil. Ouais, là, on avait la même chose. On avait le RSI qui montait, le cours qui descendait, on avait une divergence avant que ça pète. Et on avait un momentum qui était fort quand on a repris. On a pris la même chose, par exemple, ici, en 2022, je pense, si on regarde ça, regardez, là, c'est à peu près pareil.
on avait hop, le cours qui faisait cette divergence, avec derrière, dès qu'on casse, vous voyez ce niveau-là, reprise de volume et de momentum très très fort, ouais, avec une reprise haussière qui est assez puissante. Et le RSI, alors c'était pas flagrant, ouais, mais on avait quand même une petite divergence, même si c'était moins flagrant que ce qu'on avait au dernier bottom. Alors que, vous voyez, par exemple, le bottom qu'on a fait ici en 2022 sur le Dead Cat Bounce, en fait, on n'avait pas un bottom qui se faisait tac, comme ça, vous voyez, avec la divergence sur le RSI et une reprise de momentum qui est très fort d'un coup, mais plutôt un rebond avec un bottom et un bottom qui est plus haut, au lieu de faire un bottom plus bas. Et après, deuxième chose, c'est que du coup, on avait moins de volume, moins de momentum. Et vous voyez, au lieu que le cours reprenne direct à la hausse, et ben en fait, on avait juste une phase de canal qui était très long, avec moins de volume, moins de momentum. Et du coup, quand on casse, et ben on casse ça à la baisse, tout simplement. Et du coup, là, je pense qu'on est toujours dans ce cas-là, où en fait, on est plutôt dans une sorte de canal haussier qui peut durer longtemps. Hein. Vous voyez, là, actuellement, on a fait déjà 1 point, 2 points. On peut revenir en bas tranquillement. On peut remonter, revenir en bas, remonter, etc. Jusqu'au moment où on arrive à notre target des 98 000. Et puis là, après, on risque de casser à la baisse. Moi, c'est ce que je vise. Ce que je vise, après, comme d'hab, j'ai déjà toujours dit, mais je m'adapte. C'est-à-dire que si je vois que le FOMC du 10, là, qui est ici, c'est super bullish, et que on a Powell qui nous dit, vas-y, on va baisser les taux d'intérêt. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais normalement, pour 2026, il devrait avoir 3 baisses des taux d'intérêt. Donc, elle peut arriver en janvier, hein, c'est possible. Mais il y a quand même pas mal de chances que ce soit, vous voyez, espacé sur 2026 et qu'il ne lance pas direct une baisse des taux pour début 2026. Mais du coup, s'il nous dit, ouais, pour janvier, c'est super bullish, on va baisser les taux, il nous dit le QE, on le balance bientôt dans quelques mois, forcément, là, on risque de casser ça à la hausse, rebond ou pas, qu'il n'y a pas de momentum avec canal haussier ou pas, on s'en fout. S'il y a de bonnes news au niveau macro, ça risque de suivre. Mais par rapport à ce que j'avais dit au niveau de la macro, c'est pas ce que je privilégie le plus. Mais du coup, dans le cas où le FOMC, c'est pas la folie. Ouais, c'est ici le 10 décembre. Et c'est pas la folie. Et je me dis, ça se trouve, en fait, le rebond, il ira pas plus haut que ça. Ça se trouve, on va avoir, voilà, la phase comme ça. Hop, on va rebondir ici. On va arriver ici aux 95 000. Et là, ce sera la fin du rebond. Et paf, au FOMC, pas ouf. Le marché n'anticipe pas très bien comme en octobre. Et derrière, on chute complètement. Ça, c'est probable. Mais l'autre truc aussi qui est probable, c'est que, regardez, hop, on avait le FOMC le 29 octobre. Et c'était pas fou parce que du coup il était pas très rassurant, enfin il était en mode voilà, avec prudence pour le prochain FOMC, du coup le marché l'a pas très bien pris. Et ouais, le 29 octobre, on était là. Et en fait, on n'a pas directement, vous voyez, chuté à la baisse. Enfin, un petit peu, oui, c'est quand même. Mais je veux dire, c'était pas dans les heures qui suivent. C'est vrai qu'on a chuté les jours qui suivaient, mais on a quand même une phase de rebond avant de paf se renforcer plus bas. Et en fait, ça peut prendre un peu son temps. C'est-à-dire que si là, on est là, hop, on a le 10, mauvaise news, bah, du coup, ça le prend un peu mal. On peut quand même avoir une dernière phase de rebond avant de pam, chuter complètement. Un peu comme on a eu ici ou même là. Mais c'est vrai que si c'est moyen, c'est mieux de sortir au moment du FOMC que d'attendre une phase de rebond qui sera potentiellement plus bas. Donc bref, cette conférence, ça va être super importante. Et là, pareil, c'est pas parce que, ouais, pour l'instant, ça fait combien de temps? Ça fait, plage de date, hop, depuis le bottom, ça fait 14 jours. Ça fait que 15 jours, on est dans cette phase de bottom. C'est très peu. Et c'est pas parce qu'en 2022, ça a duré 66 jours que ça a forcément duré 66 jours aussi. Mais c'est vrai que les phases de Dead Cat Bounce, souvent, en fait, c'est long. Et avec peu de momentum, peu de volume. Et en fait, c'est là où ça fait douter les gens. Parce que plus on est dans une phase de rebond qui est longue, plus les gens se font à l'idée qu'il n'y aura pas de marché baissier. Et que du coup, on va repartir. Parce que ça tient. Et en fait, finalement, c'est en perte de volume, perte de momentum. Et au bout d'un moment, en fait, le coup de boost qu'il faut pour que ça reparte, par rapport au volume, par rapport au momentum et tout, et par rapport à la liquidité, il est tellement énergivore, il demande tellement de volume de liquidité que comparé à ce qu'il y a réellement, jamais ça arrive. Mais du coup, pour que ça arrive, voilà, il faudrait qu'on ait des baisses de taux supplémentaires, un QE qui arrive très rapidement. Et ça, on le verra à la conférence FOMC. Bon, petit point rapidement, mais pour les... alors, j'ai enlevé mes héritants, tant pis. Mais rapidement, rappelez-vous, en weekly, on avait quoi? On avait donc cet FSG weekly, on met en dessous, on clôture dedans, donc ça c'est parfait. Par contre, l'autre FSG weekly qu'il faut surveiller, mais cette fois-ci à la baisse, c'est celle-là. C'est qu'on a hop, ici à ici. Et en gros, cet FSG weekly, donc le but de cet FSG, c'est de venir, rappelez-vous, on a une FSG comme ça qui se forme ici par exemple. Le but c'est de venir la combler et ensuite rejeter. Et du coup, former cette tendance baissière. Et donc là, c'est ça. On a cette FSG Weekly là. Le but serait de revenir dedans. On peut clairement mécher au-dessus. On peut mécher aux 108 000 par exemple si on veut. Mais le but, c'est de clôturer à l'intérieur. Si on clôture dedans, eh ben, on valide cette FSG et là, on replonge à baisse et du coup, on forme cette tendance, vous voyez, qui est baissière. Par contre, si on commence à clôturer au-dessus en weekly, on va former une IFVG et ça sera beaucoup plus bullish. Et donc ça va être hyper intéressant à suivre. Mais du coup, c'est dans cette zone qui est hyper importante là, des 98 000, on aura cette réponse. Encore une fois, voilà, les Fibo, hop, on prend du plus haut au plus bas, premier niveau de Fibo 0,38,2 au 98 000, correspond en général aux phases qu'on va aller chercher en Dead Cat Bounce. Donc ça aussi, ça va être hyper important à suivre. On a aussi, on peut ajouter, tiens, en plus, notre petit ruban, le petit ruban là qui arrive pile dans cette zone-là, qui va être là aussi un niveau de confiance qui sera intéressant si on vient là-dedans. Et bien sûr, je vous l'ai déjà montré, mais en mensuel, tout ce qui est voilà, MACD, croisement bearish du MACD, très, très moyen, hein, et à chaque fois ça arrive en 2022, bear market,
pareil ici en 2018. Alors j'ai eu un abonné qui m'a dit « Ouais, mais tu t'es trompé parce qu'en février 2020, il y avait un croisement bearish de MACD, ici. » Sauf que là, on n'était pas en bull run. Moi, je parle uniquement des phases de bull run. Vous voyez, les périodes d'accumulation comme ça, on peut avoir des phases de hausse, de baisse pendant plusieurs années, comme on a eu de 2019 à 2020. Et du coup, le MACD, c'est pas... on a plein de croisements, mais parce qu'on n'est pas dans une tendance qui est claire de hausse ou de baisse. Et ouais, les phases claires de hausse ou de baisse, bah, c'est 2017 de hausse, 2018 de baisse, 2021 de hausse, 2022 de baisse. Et là, bon, là, c'était un peu plus large, mais c'était surtout 2024-2025 de hausse. Et là, après, logiquement, phase de baisse. Et en fait, à chaque fois qu'on a une phase de hausse, vous voyez, en bull run, comme ça, on a un croisement bullish sur le MACD qui dure plusieurs années. Bah, quand on a un croisement bearish, paf, bear market. Par ici, vous voyez, croisement bullish du MACD en 2021, et ça dure plusieurs années, ça dure un an et demi. Et quand on a un croisement bearish, paf, bear market. Et la même chose, vous voyez, croisement bullish du MACD durant tout le cycle, et croisement bearish, paf, du MACD, ça sent plutôt moyen. Et en fait, le MACD, c'est pas un indicateur de fou, mais c'est juste un indicateur momentum. Et il suit les volumes. Et du coup, en fait, s'il voit qu'il n'y a pas de volume, et ben, en général, le marché, il va se retourner. Parce que tout simplement, un marché fonctionne comment? Ça marche que, voilà, on démarre, comme ici, avec peu de volume. Ouais, on n'a pas besoin d'énormément de volume pour monter. Et plus on monte, plus on va avoir besoin de volume. Parce qu'on va être sur des market caps qui sont de plus en plus gros. Et plus on veut pousser cette tendance, plus il faut qu'il y ait du volume qui rentre, en fait. Un peu comme au final une pyramide de Ponzi, j'ai l'impression. Mais c'est une bulle, en fait, une bulle spéculative. C'est un peu une pyramide de Ponzi. C'est les premiers arrivés, les premiers servis. Et puis dès qu'après les derniers arrivent, et ben plus tu rentres tard, plus tu as de chances de te faire péter à la gueule la bulle, tout simplement. Et du coup, quand tu arrives sur les niveaux comme ça, après 2-3 ans, 2 ans de hausse, et ben pour que là ça pète, pour que ça remonte, il faut encore plus de volume. C'est-à-dire que là, il faut encore plus de volume que ce qu'on a eu ici, ici et ici. Et du coup, il faut toujours plus de volume. Et en fait, quand tu vois le MACD où tu as un volume qui est progressivement descendant et que là, ça passe carrément d'un volume qui est très faible comparé à ce qu'on avait avant, et ouais, on le voit même au niveau des volumes horizontaux, verticaux ici, vous voyez que ça descend complètement au fur et à mesure du temps, et que là, on est vraiment sur les volumes qui sont très faibles comparé à ce qu'on avait à chaque bottom ici, et ben c'est compliqué. Il faut vraiment qu'on ait une énorme afflux de liquidité pour qu'on reparte. Et c'est ce que font le pari des gens qui pensent qu'on va repartir en bull run. Et le pari, c'est de se dire, voilà, on a le QE qui arrive, plus la baisse des taux d'intérêt qui devrait arriver pour janvier et encore pour les mois d'après, ce qui va apporter énormément de liquidité. Mais moi, j'ai mis un gros doute là-dessus parce que je pense qu'on va plus avoir un temps de prudence qui va être pris de la part de Powell par rapport à ça qu'une précipitation au niveau du QE et de la baisse des taux, tout simplement. Et du coup, si on a cette prudence qui est prise là pour le QE et pour la baisse des taux, bah, le marché il est tellement dans l'attente de ce volume que bah, s'il n'arrive pas tout de suite, bah, ça risque de direct redescendre. Et comme d'hab, redescendre, voilà, anticiper le pire en mode c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et puis dès que on va voir que le QE va commencer à arriver, commencer à être annoncé, bah paf, ça va repartir direct. Donc voilà pour ça. Tiens, dernière chose aussi par rapport aux zones des 98 000 ici, qui est assez importante, c'est la liquidation. Zone de liquidation au niveau des shorts, hyper intéressante, vous voyez, où on a beaucoup de liquidation de shorts tout le temps au 96, 97, 98. Enfin, depuis un mois, on est sur cette zone-là qui est vraiment importante. Ouais, on allait chercher quelques autres intermédiaires ici, même ici vers les 95 000, on a pas mal de liquidation, mais le plus gros de la liquidation est vraiment vers les 96, 98, et ça tombe bien parce que c'est la zone voilà, qu'on attend tous au niveau de la FEG, du ruban, du haut du canal, le FIBO, voilà, tout ce que vous voulez. Et donc là, ouais, de nouveau à court terme, choper un petit long par ici, c'est-à-dire avoir un cours, voyez, à court terme, qui descend en bas du canal, là, ou qui même va chercher le lot qu'on a ici, et ouais, qui sweep le lot comme ça avant de remonter, prendre une position ici, vous voyez, pour rejouer donc la baisse ici, hop, position ici vers les 85 par exemple, ouais c'est ça, 85, 84, et ensuite aller jouer la zone de liquidation vers les 95, 100 000, à la 98, ça c'est faisable. Et vous voyez, ça, il y a moyen que ce soit un trade que je prenne, où je longue ici, une partie sur le bas du canal, une partie vers le lot qu'on a là, avec stop loss par ici, du coup on joue ça, et après jouer le TP à ce niveau-là. Ça peut être faisable à court terme, par contre, voilà, dès qu'on arrive sur ce niveau, au niveau des liquidations là aussi, moi je TP. Et je serais même dans l'optique d'éventuellement poser un short. Je dis éventuellement, parce que les shorts, c'est pas trop ma spécialité. Mais voilà, mais c'est vrai que le petit problème de ça, c'est qu'il y a la conférence FOMC dans 5 jours, quoi. J'aurais bien aimé qu'elle soit dans plus longtemps, j'aurais bien aimé qu'elle soit fin décembre, parce que moi, ça nous aurait laissé le temps de monter aux 98 000 avant d'avoir la conférence et d'éventuellement de descendre, que de l'avoir tout de suite là. Donc bref, voilà pour tout ça. Je voulais dire aussi quelque chose d'intéressant, plus au niveau, pas psychologique, mais au niveau de la perception des foules qu'on a, qui est souvent biaisée. En fait, là, comme d'hab, j'ai l'impression que on a un peu tout le monde qui est bullish pour la conférence FOMC dans 5 jours. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est en mode putain, FOMC en 5 jours, on va avoir la baisse des taux, on va avoir le Q qui va être annoncé, etc. Il y a tout le monde qui est bullish. Et souvent, quand le marché est trop bullish comme ça, il anticipe une trop bonne chose par rapport à cette conférence FOMC, et souvent, ça le fait pas. Et la conférence FOMC va être un petit peu en dessous des attentes qu'avait le marché, et du coup,
le marché va pas kiffer. Bon, ça du coup, c'est mon point de vue. Voilà, le filtre que j'ai de mon cerveau, il voit que plus ou moins tout le monde est bullish, que tout le monde est trop bullish par rapport à ces conférences FOMC, parce que c'est de mon point de vue. Mais par exemple, tu vas prendre quelqu'un d'autre, je sais pas, quelqu'un d'autre qui va être bullish sur la conférence FOMC, par exemple, du 10 décembre. Et bah lui, il va pas se dire ça. Et lui, il va voir quelque chose d'autre. Il va se dire, j'ai pas l'impression que tout le monde est bullish sur la conférence FOMC. Et du coup, le piège, c'est d'interpréter une généralité du marché, si ça se dit, par rapport à la perception unique de notre filtre qu'on apporte sur le marché et sur notre vision du monde et surtout des marchés et du FOMC, etc. Et en fait, c'est pareil pour tout. Si vous voulez, quand t'as beaucoup de gens qui vous disent tout le monde est, par exemple, on arrive ici et tout le monde vous dit tout le monde est bullish, du coup, on va descendre. Et le truc, c'est que en fait, tu fais des sondages, c'est un peu toujours du 50-50. J'ai l'impression. Et t'as toujours une moitié des gens qui vont dire tout le monde est bullish et d'autres moitié qui vont dire tout le monde est bearish. Et en fait, essayer de juger ça, c'est, je pense, un biais, c'est un jugement qui est biaisé par nos biais cognitifs de on veut monter ou on veut que ça descende. Et en fait, si tu veux que là, maintenant, ça monte, si toi, si par exemple, je sais pas, je prends un exemple de quelqu'un d'autre qui a envie que là, on reparte à la hausse, et bah du coup, il aura le biais de se dire je vois que les gens bearish. Et pour se conforter dans le fait que il est bullish, il est en contre-tendance. Enfin, il est contre la majorité. Et son cerveau, il va faire quoi? Il va faire que, voilà, il est bullish et il va voir que les gens qui vont parler de quelque chose de bearish. Et au moins, il va se dire, voilà, je vois que des gens bearish, du coup, ça veut dire que mon scénario bullish, il est bon. Inversement, quelqu'un qui est plutôt bearish comme moi, qui pense que, voilà, on va rebondir pour partir en bear market, et ben moi, je vois que les gens bullish en me disant, voilà, tout le monde est bullish, tout le monde pense qu'on va repartir, alors qu'en fait, on va piéger à la majorité et on va redescendre. Et le problème de ce truc, bah, c'est que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup l'erreur de juger ça par rapport à notre filtre, par rapport à notre perception personnelle. Et notre perception personnelle des choses, bah, elle est biaisée par tout ce qu'on a connu d'expérience dans notre vie et surtout de tout ce qu'on connaît sur les marchés, de tout ce qu'on a pu voir sur les marchés. Et notre orientation par rapport à ça, elle est très biaisée par rapport à notre biais baissier ou haussier qu'on a et qu'on veut voir sur le marché. Donc voilà, faites gaffe avec ça. Et en fait, même moi actuellement, je me fais piéger parce que je parle plus de éventuellement rebond bear market là sur les réseaux et j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Pas dans le sens voilà, méchant, mais dans le sens au niveau, ils sont contre moi au niveau du scénario, quoi. Juste en mode, voilà, je pense que t'as pas raison et je pense que nous, on va plutôt partir en bull run. Et j'ai l'impression que la grande majorité des gens me disent ça. Et du coup, ça me conforte dans le fait de me dire, bah, tout le monde est bullish et du coup, ça veut dire qu'on est peut-être pas si bullish que ça. Mais, encore une fois, je me dis, voilà, c'est sûrement mon cerveau qui va focaliser là-dessus, sur ces commentaires-là, qui va focaliser sur ces tweets-là, en fait, que je vois. Et en fait, je me dis que, bah, ça se trouve, tous les scénarios baissiers que je vois de bear market, et ben en fait, mon cerveau, il les voit, mais il les filtre comme quelque chose de normal et comme une sorte d'exception, mais pas comme la normalité. Contrairement au scénario bullish que je vais voir. Et ça, faut faire gaffe parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup plus qu'avant. Genre, par exemple, 2017, on en parlait très peu. 2021, ça commence à arriver, mais là, je trouve sur les dernières années, tout le monde fait ça. Et même, genre, les mecs qui viennent d'arriver depuis quelques mois, qui sont complètement débutants, ils vont te dire non, mais on va faire l'inverse de la masse. Tout le monde pense qu'on est baissier, du coup, ça va monter. Sauf qu'en fait, les gens en général, ils comprennent pas que. Ils pensent que tout le monde sont baissiers par rapport au biais cognitif et qui impactent ce qu'ils voient au niveau de la sélectivité que fait leur cerveau par rapport au scénario baissier ou haussier, tout simplement. Et là, je suis en train de me dire, regardez ce que je suis en train de voir. Vraiment, je sors ça de mon chapeau, mais j'ai vraiment besoin de voir, regardez, une grosse épaule, tête. Et là, les gars, si on forme une épaule et paf, on chute, là, ça risque d'être violent. Bon, on est encore beaucoup trop tôt pour parler de ça. Je sais pas pourquoi ça m'a sauté aux yeux d'un coup. Imaginez là, paf, c'est la ligne ici. Et là, on prend, on entre là, hop, on reporte à la cassure, paf, on revient vers les 53 000, et en gros, on forme une giga épaule, tête, épaule, et paf, et en plus, ça irait pile dans ce niveau-là, vous voyez, si on a un rebond et on chute, une grosse épaule, tête, épaule. Enfin bref, on n'y est pas, c'est encore mon cerveau, je pense, qui va dans le scénario baissier, du coup, il voit que des trucs baissiers. Mais bref, voilà pour ça, je voulais faire un petit tour sur S&P Nasdaq, S&P ici, qui a fait un joli rebond, vous voyez, c'est intéressant, et en fait, c'est très corrélé au marché crypto, forcément, qu'on a le rebond. Ouais, là, on a le bottom qui se forme ici jusqu'à là, donc ça fait 15 jours, exactement comme les cryptos. Hein. Et c'est ouf à quel point bah, le marché rebondit sur 15 jours, là, sur un rebond ici, bah, le Nasdaq, même chose, vous voyez. Et les cryptos, même chose. Tout est plus ou moins corrélé par rapport au marché traditionnel, par rapport au BTC et aux cryptos. Le truc qui, moi, me fait peur, c'est que quand on compare les deux, on voit très clairement que le rebond n'est pas de la même puissance. On voit clairement que, regardez, on n'a clairement pas le rebond. Là, ouais, on est sur le même time frame. Ouais, la baisse qu'on a là, le BTC, c'est ça, les gars. C'est abusé. Et le petit rebond de merde qu'on a sur BTC ici, bah, c'est ces énormes rebonds sur les S&P. Et du coup, ça montre à quel point la corrélation, pour l'instant, est très dans le côté négatif, en fait, entre S&P et BTC. C'est-à-dire que quand le S&P chute, le BTC chute encore plus fort. Quand le S&P rebondit, le BTC rebondit moins fort. Donc, on est vraiment dans une phase de corrélation négative pour moi. Ou quoi que fasse le BTC par rapport à S&P, bah, ce sera toujours moins bien. Ou il va baisser plus fort, il va monter moins fort. Et ça, c'est pas ouf, parce qu'en fait, il suffit que le Nasdaq, enfin, la S&P, ouais, il est sur des plus hauts,
Il suffit que S&P fasse une correction un peu plus profonde, et laisse tomber comme le BTC, il va corriger fort. Bon, le dernier truc aussi que moi je regarde attentivement, c'est bien sûr le dollar. Et le dollar qui s'est rejeté. Alors ça c'est cool, mais c'est court terme. C'est-à-dire que là, ouais, en daily, on s'est rejeté ici sur ce niveau, donc ça c'est intéressant parce qu'on avait un petit M ici, ouais, qu'on a cassé, donc au final on valide voilà, ce petit M qu'on casse. Là, on peut aller chercher un peu plus bas, ouais, on peut aller chercher cette zone-là, et du coup, ce qui est excellent avec ça, on avait vu la dernière fois, bah ouais, faire ce petit double top et corriger ici, c'est que ça nous laisse une petite marge pour le rebond sur BTC. Et donc le fait d'avoir un dollar qui descend un peu comme ça à court terme, ça nous laisse de la marge à BTC pour monter vers les 98 000, avant éventuellement de descendre. Par contre, c'est vrai qu'en weekly, on peut toujours anticiper ouais, ce bottom là qui se fait sur le dollar, avec un bottom comme ça, et là, la cassure de ce truc-là qui met un peu de temps, mais si on break ouais, ce niveau-là, là on risque d'accélérer à la hausse, et là ça risque d'être très très moyen pour BTC. Mais comme d'hab, c'est du weekly. Donc en fait, le temps que ça break, ça peut mettre du temps. Vous voyez, on peut baisser 3, 4 semaines, même revenir en bas, former un autre bottom avant de recasser, vous voyez. Donc ça peut prendre du temps. Et tant mieux si ça prend du temps, parce que plus ça prend du temps ici, plus on baisse, plus ça nous laisse de la marge pour BTC pour rebondir. Par contre, ouais, si vous voyez que voilà, on baisse, on remonte, on vient break ce niveau-là, là, pour être sûr que BTC, ça va être compliqué. Donc ça, à surveiller de près. Après, ça se trouve, le dollar ne va pas poser son bottom ici et il est toujours en tendance, vous voyez, baissière. Et en fait, il va continuer à baisser. Mais j'y crois un peu moyen. Du coup, voilà, on surveille cette zone et surtout ce niveau-là qu'il faut surveiller, voir si ou pas on le break dans le futur. Bon, voilà pour tout ça. Tiens, je voulais vous passer, bah justement, j'ai un peu spoilé, mais rappelez-vous, sur 3 small caps là, que j'ai toujours en hold, Dupe, qui est un peu mou, qui est bien redescendu, il est bien corrigé. J'ai vraiment bien fait de prendre des profits à 30 millions de market cap. Je sais pas si vous avez pu faire pareil de votre côté, mais ouais, le fait d'avoir vendu là sur la mèche à 30 millions, je suis refait. Bon, après, le problème, c'est que voilà, j'ai jamais tout vendu, j'ai vendu qu'une partie. Du coup, le reste, vous voyez, je suis un petit peu en dessous de ma moyenne d'achat. Bon, si je vends, je serai quand même gagnant, mais pas non plus énormément. Donc, ouais, l'objectif, c'est de le garder, de reviser une projection à la hausse, parce que là, on est plutôt dans une sorte de gros canal, vous voyez, aussi comme ça. Bon, c'est un peu dégueulasse ce que je fais, enfin, c'est même très dégueulasse, mais ouais, l'objectif serait refaire une performance de hausse avec le rebond de BTC et revendre vers les 30 millions si on revient dans ces niveaux-là. MMGA, c'est à peu près que du hold, parce que lui, il est ultra volatile, hein, vu qu'il a 1 million de market cap. En fait, il suffit d'une news et ça pète, et moi, je vise les news de World Liberty Finance là par rapport à l'association qu'ils vont faire avec l'USD1 et que du coup on pourra en profiter avec MMGA. Et en fait, il suffit d'une petite news et ça pète à la hausse. Et du coup, c'est ce que j'attends pour vendre. Mais en tout cas, ouais, la dernière fois, j'ai déjà revendu sur Amesh là vers les 2 millions de market cap. Et dès qu'on monte, on se rapproche des 2 millions, je vends progressivement mes MMGA. Et le dernier du coup que j'ai hold, c'est Smallthing, les gars de ST, qui a explosé. Alors, il avait explosé, il avait chuté complètement. Et moi, j'étais rentré tout le long de la hausse ici. Du coup, j'avais rien TP, j'avais tout gardé. Bon, là, je m'étais pris une grosse raclée. Au final, là, j'étais à peine à BE ici, j'ai pas rechargé parce que je voulais pas rajouter de la liquidité là-dessus, mais comme je l'ai expliqué, l'avantage c'est que là on était vraiment sur le plus bas qu'on pouvait au niveau des 1 million de market cap, et vu que c'est un token très faible en capitalisation, il suffit de à peine quelques news et ça peut repartir très fort à la hausse. Et du coup là c'est ce qui s'est passé, ouais, on a eu quelques bougies qui sont posées, on a 6 millions de market cap je crois, mais on a même touché les 8 millions, donc ça fait plaisir. Et au final il n'y a pas eu grand chose pour l'instant, vous voyez, le seul truc qu'ils ont mis sur Twitter, c'est ça, c'est en gros voilà, news, enfin pas news mais récap de ce qu'ils font au niveau du projet, leur partenariat avec le Virtuals, leur développeur, je remercie, qui a parlé du projet. Ensuite, ils ont annoncé leur final, leur reveal, donc leur annonce de leur robot final pour nettoyer les océans, et ils ont remis un peu tout ce qu'ils avaient annoncé dernièrement. Mais du coup, juste ça suffit, ouais, après une longue attente où il y avait pas grand-chose qui s'était passé, enfin, ils n'avaient pas mis de news, ça suffit pour refaire partie le marché. Après, peut-être que le cours aussi price quelque chose d'autre après, donc à voir. Mais en tout cas, ça fait plaisir que ça reparte. Allez, je finis avec le commentaire du jour de Perdi Film qui me dit: si on considère que le bull run est fini maintenant, pourrais-tu nous faire une conclusion rétrospection personnelle sur celui-ci? Également une vue globale de ton portfolio. En es-tu satisfait et tes réussites et échecs? Je te remercie pour avance. Continue comme ça. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça fait trop plaisir. Et je vois qu'en plus, tu as eu 10 likes, donc c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, il me faudrait peut-être une vidéo entière pour me parler de ce bull run, parce que franchement, je pense que c'est le bull run le plus chargé depuis. Enfin, il s'est passé trop de choses quoi, depuis le début. Et j'ai l'impression de toute façon que à chaque bull run qui passe, les bull runs sont de plus en plus chargés. Dans le sens où, ouais, 2017, on était très focalisé sur BTC, on avait les altcoins qui pétaient, on avait une altcoin season, mais on n'avait pas 10 000 altcoins, on n'avait pas des narratifs dans tous les sens. Ça n'existait même pas les narratifs. On avait un narratif, par exemple, je sais pas, l'écosystème Ethereum, mais on n'avait même pas d'autres blockchains. En fait, on en avait quelques-unes, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Alors que 2021, on commençait à avoir la DeFi. Quand on a eu la DeFi, pour ceux qui s'en souviennent, en mai-juin 2020, on en avait parlé en vidéo, je m'en souviens, et on avait vu qu'en quelques mois, ça avait explosé de fou, le volume, la TVL qu'on avait sur la DeFi. Et la DeFi, c'était le premier, pour moi, gros narratif qui est arrivé en 2021. Et ensuite, on a eu plein de choses. On a eu le métaverse, on a eu les NFT, on a eu plein de narratifs, en fait, qui sont arrivés
et qui ont changé l'aspect du bull run qu'on connaissait de 2017. Bon, ce bull run-là, j'en parle même pas, on en a eu dans tous les sens, que ce soit les RWA, Depin, on a eu quoi, l'IA robotique, les mêmes coins qui ont explosé, on a eu plein de narratives différentes, mais c'était beaucoup plus la guerre, j'ai l'impression, dans le sens où 2021, tu te mettais sur n'importe quel narratif, t'avais juste à attendre, ça montait. Et c'était moins compliqué, c'est-à-dire que t'avais une narrative, ça durait pendant plusieurs mois, et avant que ça redescende. Alors que là, 2025, enfin ce bull run-là, 2023, 2024, 2025, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus dur, dans le sens où t'avais beaucoup plus de narratifs, et parfois les narratifs, c'était quelques semaines. C'est-à-dire que, je sais pas, t'avais un narratif, t'as vu quoi, la narrative, par exemple, récemment, Binance Smart Chain, là, la BSC, tous les tokens BSC qui explosaient, c'était quoi, en septembre, bah, ça a duré genre 1 ou 2 semaines, et puis fini. Et d'un coup, pouf, tout redescend. Et en fait, t'as une narratif qui explosait, qui redescendait en l'espace de quelques semaines. C'était quand même assez dur en fait à surfer, parce que au moment où on entend parler, c'est souvent trop tard. Bon, il y en a quand même quelques-unes qui étaient sympas à choper, hein, comme Robotic IA qu'on a eu avec Codec par exemple, et qui est toujours d'actualité d'ailleurs avec Smallthing aussi, c'était que je sais passé juste avant. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile, je trouve, à surfer que ce qu'on avait déjà en 2017 parce que c'était trop facile, mais en 2021 aussi. Et c'est peut-être vers quoi on se dirige pour les prochains bull runs, vers des narratifs de plus en plus durs à surfer, parce qu'il y a plus de monde, plus de concurrence, plus de projets, et du coup une offre-demande qui est moins intéressante. Après, peut-être aussi que ce bull run-là, vu qu'on n'était pas dans une liquidité affluente de fou sur le marché, par rapport au QT, par rapport à l'inflation, etc., et à la baisse des taux, c'était plus dur, en fait, il y avait plus de concurrence. Et peut-être qu'au prochain LQ Season, je sais pas, pour les prochaines années, quand on aura le QE qui va se lancer, on aura tellement plus de liquidité qu'au final, ce sera peut-être plus simple et ça ressemblera plus à ce qu'on avait en 2021. C'est ce que je me dis. Bon, mais du coup, au niveau personnel, comment je l'ai géré ce bull run? En fait, il n'est pas encore fini pour moi. Il n'est pas fini dans le sens où, tant que je suis pas sorti et que le bear market n'est pas... Alors, c'est surtout par rapport à la temporalité, tant que le bear market n'est pas validé, c'est-à-dire tant qu'on ne sait pas que on est sûr qu'on est en bear market, par exemple, tant qu'on n'est pas à 40 000, aller en dessous des 50 000 $ sur BTC et qu'on n'est pas en bear market, ben on peut pas dire que ce bull run est complètement terminé. Parce que voilà, on peut jamais en être sûr. Mais du coup, moi je commence personnellement en 2022. 2022, à la fin 2022, à la fin du bear market, donc vers FTX, où un peu compliqué parce qu'en fait, mon capital du top de 2021, bear market 2022, complètement fondu parce que j'ai vendu très peu au final, j'ai très peu pris de profit. J'ai pris de profit pour pouvoir assurer ma vie de tous les jours, mais j'ai pas pris de profit pour, si vous voulez, sortir complètement du marché et réinjecter plus tard. Et j'en ai pris progressivement, en fait, si vous voulez, au fur et à mesure du bear market, mais du coup de plus en plus bas. Ce qui a fait qu'au final, à la fin, j'avais quelques liquidités et j'ai pu rentrer au final au bottom du bear market. Donc ça, c'était cool sur BTC, mais avec peu de liquidités. Et surtout, ce qui me fait chier, c'est que j'avais acheté 2 BTC à 15 000 $. Donc j'ai acheté 2 BTC pour 30 000 $, vraiment au bottom du bottom, mais sur FTX. Et ça, c'est chiant. Et du coup, ça m'a un peu pénalisé. Derrière, j'avais quand même fait des recherches sur les altcoins qui ont bien marché, comme Solana. Il y avait quoi d'autre? ATR aussi, pas mal, mais ça, c'était un peu après. Et bref, j'avais fait quelques recherches à ce moment-là. Ah oui, BGB, tiens. J'avais pas mal rechargé et qu'après, j'ai pu choper un gros x40 et ça m'a bien été utile. Et du coup, fin 2022, voilà, je me retrouve avec peu de liquidité, mais une rentrée sur les altcoins et BTC qui est vraiment propre où j'ai investi quasi au bottom et c'est les deux tweets que je vous avais fait, rappelez-vous. Ah voilà, je les ai retrouvés, regardez, ils sont ici. Et en fait, j'avais fait deux grosses entrées. C'était octobre 2022, ici. Et je vous ai dit que j'avais rechargé pour environ 50 000 $. Donc, j'avais acheté un BTC, 10 ETH, du FTT, 20 BNB, du BIT et du Shiba. Et la deuxième recharge que j'avais fait, c'était janvier 2023. Là aussi, j'avais mis 50 000 $. Donc, c'était 2 fois 50 000, donc 100 000 $. C'était toutes les liquidités que j'avais. Et là, j'ai acheté 0,5 BTC, 12 ETH, 22 BNB, 6 000 Matic, du Link, du BGB. Et du coup, vous voyez, au final, les 16 000 BGB à 18 centimes que j'ai acheté, j'ai pu le revendre après à 7 $. Et du coup, j'ai pris un énorme profit dessus. Web3 Swissborg et Shiba là aussi. Et après, j'avais même racheté un peu de BTC parce que je sais que j'étais monté à 2 BTC. Et bref, et du coup, j'avais acheté sur ces niveaux-là. Qui était au final, quand on regarde fin 2022 et du janvier 2023, ouais, c'était ici, ouais. C'est juste avant que ça passe. C'était vraiment, ouais, dans cette zone, au bottom du marché. Et du coup, au final, ces achats-là que j'ai fait, ils m'ont mis bien pour la suite du bull run. Parce qu'après, du coup, on a enchaîné avec 2023. 2023, j'ai plus trop de souvenirs parce que c'était quand même 2 ans, plus de 2 ans. 2023, je crois que j'ai pas eu de choses exceptionnelles. Part qu'il y avait quelques meme coins qui commençaient à se réveiller, il me semble, avec PP là qui était sorti en avril 2023. Mais de mon côté, il n'y avait pas eu des trucs de fou, ouais, si je m'en souviens bien. Et après, par contre, c'est début 2024 où j'ai commencé à bien péter. Parce que en fait, début 2024, rappelez-vous, je vous avais parlé aussi de ATR. Et en fait, ATR, ils étaient en train de relancer leur campagne et ils passaient de Binance Smart Chain, ils faisaient leur switch de Binance Smart Chain à Solana. Et en fait, j'avais pas mal investi à ce moment-là. Parce que je pariais voilà, sur la montée d'ATR par rapport à leur projet, par rapport au fait qu'ils relancent la communication et tout. Et du coup, j'avais pris un gros multiple sur ATR et j'avais pas mal gagné sur ATR.
et j'avais pu revendre, en fait, c'était au tout début. Pour ceux qui s'en souviennent, alors là, la charte est dégueulasse, on revient au même niveau qu'avant, mais en gros, avant, ils avaient leur charte sur la BSC, où en 2021, ils avaient fait leur ICO, puis après, ça avait descendu, et là, en fait, ça avait posé un bottom, et là, du coup, ils avaient switch de BSC à Solana. Et en fait, quand ils ont fait le switch, ils ont commencé à lancer la communication, moi, j'ai fait que racheter tout le long, et après, quand ça a pété, j'ai pris des profits au fur et à mesure, et après, j'ai pas tout sorti, mais j'ai sorti une bonne partie en haut. Et là, du coup, ça m'a remis bien parce que, en plus de ce que j'avais acheté, du coup, fin 2022 au bottom, et ben en fait, là, j'avais pas beaucoup de profit sur la terre. Ce qui a fait que derrière, début 2024, en fait, j'étais ultra bien. J'étais vraiment, je pense, 2024, c'était l'année où j'étais le mieux pendant le bull run. C'est là où j'étais en attach wallet. C'est là où j'avais le plus d'argent en crypto. Et du coup, toute cette période 2024, là, vous voyez, de janvier ici, de cette phase à jusqu'à décembre, jusqu'à ici, toute cette phase-là, ça pour moi, c'était la masterclass. C'était là où j'étais au max, en fait. C'est là où j'étais le mieux sur le marché. Parce que j'avais beaucoup de liquidités et c'est là où je pense j'ai fait l'erreur. C'est là où j'ai fait le plus d'erreurs parce que vu que j'avais beaucoup de liquidités, j'investissais un peu de partout. Et du coup, en fait, dans cette phase-là, je m'en souviens, de janvier 2024, surtout jusqu'à novembre 2024, toute cette phase-là, pendant quasi un an, en fait, j'ai eu énormément de projets qui m'ont été proposés. Pas des projets sponsors, mais des projets dans lesquels je pouvais investir, que ce soit en private sale ou pas. C'est-à-dire que des moments j'avais des private sale, des moments c'était des projets sans private sale, mais la majorité quand même c'était en private sale. Mais c'était des private sale que j'avais pas besoin de vous mettre en avant. C'est-à-dire que je rentrais dessus parce que voilà, on me l'avait proposé, mais c'était en tant qu'investisseur, c'était même pas en tant que créateur de contenu. Et du coup, sur toutes les private sale que j'ai fait, j'aurais peut-être dû vous en présenter 5-10% de ces private sale en vidéo. Et les 90% des autres private sale, je les ai jamais présentés en vidéo parce que j'étais rentré en tant qu'investisseur. Et en fait, je suis rentré sur énormément de private sale. J'ai dû faire, je pense, une bonne centaine de private sale en me disant que de toute façon, il va y avoir les season qui va voir. Et je préfère être positionné de partout. Et au moins, quand ça a pété, j'aurai une grosse diversification avec un peu toutes les narratifs sur lesquels je m'étais positionné. Et j'ai parti du principe de me dire que voilà, c'est private sale, du coup, je rentre sur des phases de valorisation qui sont assez basses, même si derrière, j'ai mes tokens qui sont bloqués sur un peu plus de temps. Et en fait, je faisais en sorte d'avoir mes tokens qui étaient délibérés pour fin 2025, pour avoir la majorité de mes tokens, au moment où j'estimais qu'on allait avoir le top du bull run, par ici, fin 2025, pour sortir avant le bear market, que j'estimais pour 2026 à ce moment-là, qui est d'ailleurs toujours le cas. Et le gros problème qu'il y a eu, il y a eu deux problèmes. Alors déjà, premier problème, c'est que les private sale et les altcoins, comme vous le savez, pas très bien marché, et qu'à partir de ce moment-là, 2024, on avait énormément d'attentes, et au final, toute cette phase-là, là, on a eu une belle montée des altcoins, mais après, d'ici à ici, c'était une catastrophe. Et on n'a pas eu grand-chose de la part des altcoins. On a eu que de la baisse des altcoins au final. Et du coup, je me suis retrouvé avec énormément de private sale qui n'ont pas du tout marché, dans le sens où des fois les projets ont foiré, j'ai même pas pu récupérer mon argent. Il y a beaucoup de private sale, j'ai même pas récupéré mon argent, le token n'est même pas sorti, et le projet a fait faillite, ils sont partis avec l'argent, voilà, il y a eu plein de problèmes. Une autre grosse partie où le token est sorti, mais en fait, le truc, ça a jamais marché, la valo auquel j'ai acheté était beaucoup trop haute, et en fait, derrière, ça a complètement dégringolé. Et une autre grosse partie, où les tokens sont toujours pas sortis. Et en fait, là, je pense que j'ai bien, 30-40% de mes prebases que j'ai fait, où les tokens ne sont toujours pas sortis. Et du coup, en fait, les gens, ils ont toujours, les projets, ils ont toujours mon allocation, avec l'allocation de plein d'autres investisseurs. Et en fait, ils l'ont toujours pas sorti. Et du coup, je sais pas s'ils attendent une dernière jambossière avec un next season pour sortir, ou s'ils vont le garder durant tout le bear market et je vais me faire refund plus tard, ou alors je reverrai jamais mon argent, ou sinon, ça ressortira pour le prochain cycle. J'en sais rien. Mais en tout cas, je compte plus sur cet argent-là. Et le deuxième gros problème qu'il y a eu par rapport à ces privates, c'est qu'il n'y a aucun projet qui a respecté ces dates. C'est-à-dire que tu avais tous les projets, par exemple, dans cette phase, qui disaient, voilà, on lance notre TGE, donc notre lancement de token ici, le cliff de vos tokens, c'est là, et le vesting, ce sera là, et sera fini ici. Et en fait, 90% des projets, ils ont fait quoi ? Leur TGE qui devait être là, finalement, ils l'ont mis là, et du coup, leur cliff était là, et leur vesting là. Et du coup, au final, ils n'ont rien respecté. Et même, des fois, il y en a qui disaient, le TGE, il sera là. En fait, non, finalement, il sera là, finalement, il sera là, finalement, il sera là, et en fait, il n'est jamais arrivé. Et du coup, ils ont tous changé leur date de sortie de token, leur date de blocage de token, leur date de vesting aussi. Ce qui a fait au final que je me retrouve avec plein de privates qui auraient dû être finis là et qui ne sont pas finis en fait. Et donc au final, vous voyez, c'est intéressant parce que toute cette phase-là, c'était là où j'étais le mieux. Mais c'est là aussi où j'ai le plus investi dans le private en me disant ça va encore plus péter, alors qu'en fait, c'est l'erreur que j'ai fait, quoi. Je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Et c'est dommage parce que là, franchement, on aurait eu la phase alco season. Les gars, j'imagine même pas à quel point j'aurais pu manger avec tous ces investissements que j'avais fait, quoi. Bon, après, il n'empêche que quand on était là, fin 2024, et j'étais très très bien aussi, parce que je sais pas si vous en souvenez, mais en gros, toute cette phase-là, j'avais commencé à lancer des gros trades sur BTC, ETH, et j'avais pris pas mal de profits. J'avais pris plusieurs centaines de milliers d'euros de profits sur mes trades. Et donc, cette phase-là, fin 2024, c'est là où j'étais le plus haut, je pense, en termes de valeur, en fait, de mon portefeuille. Et j'ai fait plusieurs choses. Alors, j'ai fait des choses où j'ai bien géré, d'autres où j'ai beaucoup moins géré. La chose déjà où j'ai bien géré, c'est que j'ai pris des profits pas juste en mettant en stablecoin,
mais j'ai pris des profits en sortant du marché. Complètement. Et ça, je pense, c'est une des meilleures décisions que j'ai fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, à ce moment-là, fin 2024, j'ai dit, je commence l'achat de villas dans l'immobilier pour me diversifier. Et du coup, c'était sur une échéance de temps qui dure 1 an. Et du coup, j'ai fini l'achat de ces villas là récemment en octobre. Et en fait, toute cette période-là, du coup, j'ai retiré une partie de mes cryptos pour l'investir dans l'immobilier. Le truc où j'ai géré, c'est que j'ai sorti pas mal d'argent sur mes tokens qui avaient bien marché. Donc rappelez-vous, par exemple, BGB, sur lequel j'étais rentré à 18 centimes. Donc 18 centimes, c'était ici. Et du coup, là, on était décembre 2024, où je suis ressorti pas mal à 7-8 $. Les gars, j'ai pris un multiple de fou. Je crois que j'étais sur un x40. Ouais, c'est ça, 4000%. Donc j'ai chopé un gros x40 sur BGB. Et en vrai, un x40, juste avec 10 000 $, ça fait 400 000. Et moi, j'avais investi genre 20 000 $, un truc comme ça, 18 000. Donc j'étais à quasi 800 000. Et en fait, j'ai pris beaucoup de profit avec BGB. Et j'ai pris beaucoup de profit aussi avec Cookie, qui est d'ailleurs l'une des seules privates qui a vraiment bien marché. Ou Cookie, ouais, c'est une private que j'ai fait. J'avais un niveau d'achat ici et qui a explosé. J'ai pris des profits à ce moment-là, donc ça c'est cool. Et ça m'a permis de rentabiliser le reste des privates. Mais je suis quand même plus perdant, je pense, sur les privates que gagnant. Et du coup, au final, il n'y a pas eu beaucoup d'altcoins comme ça qui ont vraiment pété. Mais les peu d'altcoins qui ont vraiment pété, où j'ai pris des fois 40, fois 50, bah, j'ai pris des profits qui m'ont suffi à être bien pour me diversifier. Et en fait, la majorité de ces profits-là, du coup, je les ai envoyés dans l'immobilier à ce moment-là. Mais j'ai gardé une partie. Et là où j'ai fait ma grosse erreur, je pense aussi, c'est que au lieu de tout TP et de tout mettre dans l'immobilier et de cash out complètement, c'est que j'ai voulu réinjecter. Et en fait, quand le marché a commencé à partir à la baisse, j'avais mon gros trade sur Ethereum que j'ai voulu récupérer et du coup j'ai envoyé plein de margin dedans. Et en fait, Ethereum, il a fait une mèche de folie. Je m'attendais pas du tout à ça à ce moment-là. Je m'attendais à qu'on parte en bull run et qu'on fasse vraiment genre bah voilà, on fasse un truc comme ça et que là on reparte. Et en fait, on a fait une mèche de l'enfer, les gars, à 1379 $. Je sais pas si vous vous souvenez, mais genre Ethereum qui revient quasi à son niveau de bottom alors qu'on était en bull run, quoi. Moi, j'étais choqué. Et du coup, ça m'a mis dans la merde parce que à ce moment-là, j'ai voulu ajouter plein de margin sur Ethereum pour sauver mon trade. Et en fait, tout ce que ça m'a fait, bah, ça m'a fait descendre ma margin et ça m'a fait sortir mon trade avec pas mal de pertes dessus. Ce qui, du coup, au final, cette période-là, bah, j'ai perdu pas mal d'argent sur mon trade Ethereum. Et en plus de ça, j'avais beaucoup investi sur donc les private sales qui ont toutes dégringolé à ce moment-là. Et aussi, j'avais pas mal investi sur les small caps où j'avais un bon coup sur un small caps que je comptais faire, enfin que j'estimais faire. Et j'ai trop mis, je pense, par rapport à ce que j'aurais dû mettre, que j'étais trop confiant dessus. Et en fait, c'est pas passé comme prévu, et je me suis fait avoir sur ce small caps là. Et du coup, au final, là, quand t'accumules donc la perte de mon trade sur Ethereum, plus la perte de mes private sales, plus la perte, enfin pas la perte des private sales, mais la baisse des private sales parce que c'était pas vendu, et la perte de ce que j'ai mis dans les small caps, et ben, je me suis retrouvé avec peu de liquidité. Et alors que j'avais énormément de liquidité juste là. Moi, j'étais pas zéro non plus, mais j'ai eu quand même une belle chute à ce moment-là. Et du coup, au final, en regardant en arrière, j'étais content d'avoir pris des profits, d'avoir injecté dans l'immobilier à ce moment-là, mais j'avais pas tout injecté. Et en fait, il me restait une partie, pas la plus grosse, mais quand même une partie, à injecter de la liquidité ici pour valider mes échéances immobilières que je devais respecter. Et du coup, toute cette période-là, ça a été compliqué parce que à chaque fois que j'avais un peu de profit, que ce soit en trading, que ce soit avec les investissements que j'avais avec mes private, avec voilà, les altcoins, certains altcoins qui pouvaient remonter, même si c'était pas la folie, ou les performances que je pouvais faire en trading, bah, dès que j'avais des profits, je remettais tout dans l'immobilier pour valider mes échéances. Et du coup, au final, là, j'ai pas pu trop profiter de cette hausse parce que chaque fois que j'avais des profits, à chaque fois que j'avais des gains, je réinjectais direct dans l'immobilier pour être tranquille. Et au final, bah, quand on arrivait là, vers la TH, bah là, j'ai dit, vas-y, je prends un gros niveau de profit sur ce que j'avais. Donc, j'avais un token, en l'occurrence, qui avait bien marché et que je l'avais pas mal sorti, c'était Codec. Codec, les gars, c'était en avril, je crois. Donc, c'était par ici, ouais, Codec, en avril. Et en fait, il est passé, je vous l'avais passé en vidéo et moi, je l'avais acheté à 750 000 de market cap. Et il est monté à 50 millions, je crois. Donc, on a fait genre un x60 dessus. Et bon, je suis sorti progressivement. Je suis sorti tout le long sur Codec progressivement. En fait, j'ai pris beaucoup de profit sur Codec qui m'a permis de complètement finir l'achat d'immobilier que j'avais sans sortir le reste de mes cryptos. Donc ça, c'était cool. Et du coup, au final, j'arrive à ce stade-là où j'ai payé tout ce que j'avais dans l'immobilier. Donc là, je suis bien parce que j'ai une bonne source de revenus qui tombe tous les mois en passif avec l'immobilier dans lequel je me suis diversifié. Par contre, c'est vrai que le capital que j'écris en crypto actuellement à ce niveau-là, il est beaucoup moins important que ce que j'avais ici. Mais c'est parce que voilà, c'est dû au trade que j'ai perdu, au small cap que j'ai perdu, aux private sales qui ont complètement fondu et dans lesquels j'avais énormément investi ici, et aussi au fait que j'ai pas mal diversifié dans l'immobilier, ce qui est aussi une bonne chose. Et donc là, on arrive sur la fin, et là du coup, je me retrouve avec un capital crypto qui est quand même sympa. On descend, et là en fait, j'investis une bonne partie de ce que j'ai dans certains small caps, donc Dupe, MMGA et Smallthing, que j'ai expliqué, sur lesquels j'étais assez confiant.
Là où j'ai géré, c'est du coup d'avoir investi dans ces 3 tokens, c'est que le marché a complètement dégringolé et mes 3 tokens ont ultra bien tenu. Enfin, ça dépend, mais en général, par rapport aux prises d'entrée, au niveau d'entrée sur lesquelles je suis rentré, j'ai plutôt bien tenu et au final, j'ai pas trop encaissé la baisse qu'on a eu ici grâce à ces 3 tokens-là. Et là, du coup, je me retrouve donc à ce moment-là dans une situation où, bon, j'ai beaucoup diversifié en immobilier, donc ça c'est cool, mais j'ai un bac crypto qui est quand même intéressant à sortir pour rentrer plus bas, mais qui est pas non plus à mon ETH capital que j'avais ici. Et du coup là, mon prochain objectif, comme j'expliquais, c'est sortir des small caps progressivement, sortir mon bac crypto que j'ai ici pour anticiper une baisse et essayer de racheter plus bas pour rejouer la prochaine hausse avec plus de liquidité. Du coup, voilà un peu mon parcours. Je sais pas, en fait, c'est intéressant de le faire. C'est vrai que je l'avais jamais fait, mais c'est intéressant de voir à quel point, parfois, en fait, c'est toujours pareil. Mais un cycle, en fait, il y a des choses que tu vas faire très bien et d'autres tu vas faire moins bien. Et le but, c'est juste d'apprendre de ça. Et en fait, jamais de la vie, tu auras un cycle où tu vas faire que des bonnes décisions. Tu vas faire que vendre au bon moment, racheter au bon moment, etc., etc., que rentrer sur les bonnes narratifs, faire les bonnes décisions, etc. Et au final, quand je regarde, moi, j'ai un peu de tout. C'est-à-dire que je suis rentré ici, j'ai ultra bien fait de rentrer là. Je suis rentré sur certains small caps à ce moment-là, sur Codec, sur tout ce qui est BGB ici et tout, qui m'ont ultra bien servi. Et ça, c'était trop bien. Pareil pour ATR à ce moment-là. Et du coup, au final, je remarque que mes entrées sur les altcoins, enfin sur certains altcoins, et les prises de profit que j'ai fait sur les altcoins, ont bien marché dans l'ensemble. Par contre, là où j'ai moins géré, c'est que j'ai beaucoup trop investi sur les private sales à ce moment-là. Et bon, la décision d'avoir investi sur private sale en tant qu'investisseur, je la regrette pas. Parce que non, l'idée que j'avais de l'ICO season qui pouvait arriver, c'était logique pour moi que ce soit intéressant d'investir dessus. Par contre, là où franchement ce serait à refaire, que je regrette et sur lequel je ne referai pas l'erreur, je pense, c'est d'avoir trop misé là-dessus en fait. Là, dans cette phase de private sale, j'ai peut-être posé, je sais pas, 70% de mon capital là-dedans. Alors que j'aurais dû mettre une partie, peut-être 20-30%, mais pas plus. Et je pense que là, j'ai été un peu trop dégène à me dire, vas-y, all-in là-dessus, alors que c'était pas le bon truc à faire. Là aussi où j'ai mal géré, je pense, là où j'ai foiré un peu, c'est d'avoir trop mis de margin sur mon trade ETH, qui m'a pas mal pénalisé après, parce que je pensais que c'était impossible que Ethereum descende à $1 200 en bull run. Et même si je pensais que c'était impossible, c'est quand même arrivé. Et après, par contre, la décision que j'ai bien fait de prendre, c'est celle d'avoir diversifié dans l'immobilier et surtout d'avoir diversifié, commencé à diversifier quand j'avais pas mal de capital et le faire dès que j'avais des profits ici, le remettre direct dedans. Et donc, vous voyez, au final, quand je dézoome sur le bull run, il y a des choses que j'ai faites qui ont été très bien. Il y en a d'autres qui sont moins bien. Et après, le but, voilà, c'est que je focalise, donc j'essaie de bien comprendre pourquoi j'ai fait des choses qui étaient pas bonnes. Donc, le trade sale, j'ai trop mis dedans, j'aurais peut-être dû mettre moins. Le margin, j'aurais au niveau de mon trade ETH, j'aurais dû me dire que tout est possible et que même si on est en bull run et que c'est jamais arrivé auparavant, on peut avoir un Ethereum qui redescend même quasi à son bottom de bear market. Et me fixer un stop loss avant, c'est me dire si on descend là, je stoppe et j'encaisse ma perte et pas que j'essaye de rajouter du margin pour sauver mon trade. Donc ça, c'est les trucs qui m'ont un peu marqué et sur lesquels je ne referai pas l'erreur, je pense. Et par contre, inversement, les choses que je peux reproduire et qui ont bien marché, c'est mes entrées sur les altcoins qui sont en général assez bonnes, mes prises de profit sur les altcoins aussi qui ont été pas mauvaises. Dès que j'ai eu des altcoins qui ont bien pété, j'ai pris des profits rapidement. Enfin rapidement, tout est relatif. Moi, les BGB, j'ai attendu x40 pour sortir. Cookie pareil, mais j'ai quand même réussi à sortir au moment où il y avait le plus de FOMO, et au moment où on était proche des tops. Et surtout, le dernier truc que j'ai fait et qu'il faut que je refasse, c'est me diversifier quand je commence à avoir un capital qui est conséquent. C'est-à-dire que dès que je commence à avoir beaucoup de liquidité, beaucoup de capital et que j'ai fait des gros multiples avant, là, je trouve que c'est intéressant, même si on n'a pas envie, c'est intéressant de se forcer à se dire, je vais me diversifier dans l'immobilier, je vais me diversifier dans, la bourse, dans autre chose, pour en fait extraire cette performance des cryptos dans quelque chose d'autre et éventuellement après récupérer cette liquidité-là pour la remettre dans les cryptos. Moi, après, mon but avec l'immobilier, c'est récupérer tous les gains que je fais avec l'immobilier pour la réinjecter sur Bitcoin si jamais on part au market. C'est le but. Je parle pas en termes de vente d'immobilier, mais en termes de location, ce que ça me rapporte. Donc voilà, grosse vidéo. Je suis crevé là, 1h17. Ça fait une grosse vidéo, bon j'espère que vous aura plu, surtout la fin là, c'était vraiment intéressant, merci pour le commentaire. Comme d'hab, n'hésitez pas à passer l'inscription, vous avez Swissborg qui vous offre un compte sous Silver jusqu'au 31 décembre je crois, l'inscription, et aussi double, j'ai vu les tickets. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ticket de 0 à $50 quand vous inscrivez, il est de 0 à $100. Soit vous choisissez un ticket de 0 à $100, soit vous prenez le ticket qui vous propose de base, qui est à $14 quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à passer l'inscription pour ça. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, moi je dis à plus. Ciao.